On va étudier la communication hormonale, comme exemple la glycémie. Par la suite, vous aurez d'autres types de communication. Il y a la communication nerveuse et la communication neuro-hormonale. Donc pour ce cours, on va se limiter à la communication hormonale, la glycémie. Alors, en général, on va étudier quelle est la glycémie, qu'est-ce que ça veut dire, les modes de régulation, les différentes hormones, etc. Donc, comme introduction, avec des problématiques, malgré la variation en intensité des activités de l'organisme et malgré la prise alimentaire discontinue, la glycémie, pour une personne normale, varie dans les limites très étroites. Alors, la glycémie, tout court, c'est le taux de glucose dans le sang. Alors, quels sont les organes qui interviennent pour maintenir la constance de la glycémie? Comment ces organes communiquent-ils pour répondre aux besoins de l'organisme suite à la variation de ses activités? Comment les cellules cibles réagissent-elles au message hormonal? Quelles sont les caractéristiques générales d'un système de régulation? Alors, on va commencer par la glycémie, une constante physiologique. Alors, le glucose est un nutriment d'une importance capitale. Il passe avec les autres nutriments de l'intestin vers le sang au cours de l'absorption intestinale. Le glucose est une source principale d'énergie pour la cellule. Ainsi, il est consommé par toutes les cellules de l'organisme. Par exemple, les cellules du cerveau ne peuvent pas s'en passer. Il doit donc être présent dans le sang en permanence. Comment varie la concentration du glucose dans le sang, c'est-à-dire la glycémie? Quelle est la signification de cette variation? En premier lieu, on va tester le taux de glucose dans le sang. On met en évidence sa présence dans le sang grâce à l'expérience suivante. Donc, comme vous voyez, on va prendre ici le plasma, qui est la partie liquide du sang, qu'on va mettre dans une membrane de cellophane, et on va avoir le filtrat. Le filtrat va être mis dans un tube à essai, et pour le glucose, il est toujours mis en évidence par la présence ou bien par la réaction à la liqueur de Feeling. Donc, lorsqu'on obtient cette coloration orangée, donc normalement, ça indique la présence du glucose, et donc le glucose, ça se trouve dans le plasma. Alors, le dosage de la glycémie. On peut utiliser deux manières. Le dosage par un test biologique en utilisant les bandelettes réactives, ça se vend en pharmacie. Donc on se base essentiellement sur la coloration et il y a une échelle qui donne chaque couleur correspond à quelle glycémie. Il y a également le dosage par le glucomètre. C'est un lecteur de glycémie à usage plus adapté. On se pique sur le bout du doigt ou bien à la base du pouce avec une lancette montée sur un autopiqueur, puis dépôt d'une goutte de sang sur une bandelette mise dans un lecteur d'utilisation simple qui affiche par la suite le taux précis de glycémie sur l'écran en quelques secondes. Alors chez la majorité des individus, et donc c'est la normale, c'est la valeur normale, la glycémie varie chez un sujet sain est comprise entre 0,7 g par litre et de 1,2 g par litre. Et donc, si on peut donner une définition à la glycémie, c'est la concentration de glucose dans le sang en grammes par litre de plasma sanguin à jeun, c'est-à-dire CM. Alors, la mise en évidence de la régulation de la glycémie, puisqu'on a dit c'est une constante biologique, donc il faut qu'il y ait une régulation. Le test de l'hyperglycémie provoquée. Hyper, ça veut dire élevé, donc ça veut dire qu'on va provoquer une augmentation de la glycémie. Alors l'expérience va être faite comme suit. Alors une personne saine ingère du glucose et on mesure l'évolution de sa glycémie en fonction du temps. Donc on obtient la courbe suivante. Alors au moment de l'ingestion du glucose, on avait une valeur normale pour cette personne-là de 0,9 g par litre. Par la suite, on a une augmentation de la glycémie, presque vers les 30 premières minutes, à une valeur maximale à peu près de 1,4 g par litre. Donc, il y a une hyperglycémie provoquée. Par la suite, automatiquement, on remarque que la glycémie
redescend jusqu'à retrouver la valeur normale au bout de à peu près 2 heures. Donc, comme conclusion, le retour à la glycémie normale après l'hyperglycémie provoquée indique la présence dans le corps d'un mécanisme régulateur du taux de glucose sanguin. Remarque, dans les conditions normales du corps, après chaque repas, la glycémie augmente puis revient progressivement à sa valeur normale. Donc, comme vous voyez sur le graphique, après le petit déjeuner, on a une augmentation puis ça redescend. Le déjeuner également, on va avoir une valeur maximale puis ça redescend, et également au dîner. Alors le test de l'effet de jeûne prolongé sur la glycémie. Donc on a vu l'hyperglycémie, maintenant on va voir l'effet du jeûne. Donc le graphique, l'histogramme ici montre 3 choses. Donc la glycémie au bout de 10 heures après le repas, après un jeûne de 3 jours, puis après un jeûne de 30 jours. Comme vous allez remarquer, il y a quand même une diminution, mais qui n'est pas assez significative. Donc, il y a quand même un taux élevé de glucose dans le sang. Alors, variation physiologique normale de la glycémie, selon les états, bien sûr, de l'individu. À l'état normal, ces valeurs sont comprises entre 0,8 à 1 g par litre, ça veut dire 4,4 millimoles par litre à 5,5 millimoles par litre. Pour les gens moins de 20 ans, ça varie entre 0,65 g par litre à 1 g par litre. Les gens plus de 20 ans, donc à peu près de 1,1 g par litre, à jeun, 0,8 g par litre. Alors on parle d'hyperglycémie lorsque la glycémie est supérieure à 1,2 g par litre. On parle également d'hypoglycémie lorsque la glycémie est inférieure à 0,7 g par litre. Le mode de la régulation de la glycémie à la suite d'une hyperglycémie. On va aborder d'abord la mise en évidence de l'organe responsable de l'ablation de la glycémie et le mode de son action. Alors en SVT toujours, pour savoir l'organe qui entre en jeu, on commence par des observations cliniques si on en a. Par la suite, on procède à l'ablation. Par la suite, on peut remettre l'organe à sa place ou ailleurs et voir est-ce que ça va avoir un effet ou pas. Par la suite, on peut tester, si il s'agit d'un cas hormonal, un extrait de cet organe-là et on verra les résultats. Donc, l'observation clinique nous montre comme quoi on a constaté que dans la plupart des cas de diabète, le pancréas présentait des lésions. Donc, le voilà situé dans l'organisme, ce qui suggère peut-être que c'est l'organe responsable. Alors, rôle du pancréas. Le pancréas est un organe de l'appareil digestif. Il sécrète dans le duodénum le sucre pancréatique, riche en enzymes digestives. En même temps, il est branché à la circulation sanguine entre le foie et l'intestin grêle. Alors, l'expérience suivante va nous montrer son rôle dans la régulation de la glycémie. Alors, si je prends en même temps la courbe, donc avant l'ablation, ça veut dire l'extraction, l'élimination totale du pancréas, on avait une glycémie constante à 1 g par litre. Et dès qu'on a opté pour l'ablation totale, on remarque que la glycémie augmente d'une façon remarquable jusqu'à dépasser les 3 g par litre. Deuxième expérience, greffe d'un pancréas après ablation. Alors chez un chien qu'on a enlevé le pancréas, depuis quelques heures, on installe un pancréas en le raccordant à la circulation sanguine de la région du cou. L'artère pancréatique reçoit le sang de l'artère carotide et la veine pancréatique se jette dans la veine jugulaire. Chez un chien ainsi opéré, les prélèvements sanguins répétés permettent de suivre l'évolution de la glycémie pendant toute la durée de l'expérience. Après quelques heures, le pancréas est débranché. Alors voilà le protocole expérimental, les résultats. Alors avant de brancher le pancréas, on remarque que la glycémie était trop élevée. On est allé jusqu'à à peu près 4 g par litre. Et dès qu'on a branché le pancréas, donc on remarque une diminution jusqu'à une valeur minimale presque normale de 1 g par litre.
ça va fluctuer un petit peu sur cette valeur-là. Et lorsqu'on va débrancher le pancréas à nouveau, on remarque une remontée, une élévation de la glycémie à nouveau. L'expérience 3, injection d'extrait pancréatique. En 1921, deux chercheurs canadiens, Bantin et Best, constatent que des extraits pancréatiques convenablement préparés et injectés dans le sang d'un animal diabétique font rapidement chuter la glycémie. La substance pancréatique responsable de cet effet hypoglycémiant est nommée l'insuline. Conclusion. Le pancréas intervient dans la régulation de la glycémie par l'intermédiaire du sang. L'analyse du sang de la veine pancréatique est mise en évidence à la présence de deux polypeptides, l'insuline et le glucagon qu'on va voir par la suite. Alors, l'intervention de l'insuline dans la diminution de la glycémie. L'insuline, en principe, c'est une hormone peptidique, donc elle est composée de deux chaînes d'acides aminés, une chaîne A de 21 acides aminés et une chaîne B de 30 acides aminés, nommée également alpha-bêta. Les deux chaînes sont reliées entre elles par des ponts disulfures. C'est une hormone de nature, comme j'ai dit, protéique. Elle a été extraite la première fois du pancréas d'un chien par Bantin et Best en 1923. Alors, définition d'une hormone en général. Alors, on appelle hormone toute substance qui, libérée par certaines cellules de l'organisme, appelées cellules glandulaires, circule dans le sang et modifie l'activité d'autres cellules plus ou moins éloignées qui lui sont spécifiquement sensibles. Et normalement, elle agit à de faibles doses. Alors, comment l'insuline intervient-elle pour maintenir la constance de la glycémie? L'expérience 1. Chez un individu ayant absorbé une solution de glucose, on dose toutes les 30 minutes la glycémie et l'insulinémie. Alors, insulinémie, ça veut dire le taux d'insuline dans le sang. Le tableau suivant présente les résultats obtenus. Donc, on constate que l'insuline influe sur la glycémie par diminution de la quantité de glucose. Donc, si vous remarquez, on fait augmenter la glycémie de 0,9 jusqu'à 1,5. Donc, on remarque que le taux d'insuline augmente. Par la suite, le taux d'insuline continue à augmenter et, comme réaction, on remarque la diminution de la glycémie. Expérience 2. On injecte dans le sang d'un animal une solution de glucose radioactif par du C14 et on poursuit le taux de radioactivité dans les différents organes de l'animal. Muscles, encéphale, foie, tissu adipeux, cœur, reins et autres organes. On remarque que le glucose arrive aux différents organes du corps, qui l'absorbent à des quantités variables. Une partie du glucose absorbé et consommé par ces organes, l'autre est emmagasiné. Les muscles, l'encéphale et le foie absorbent la plus grande partie du glucose. L'encéphale et les muscles, on utilise, le foie l'emmagasine. Le foie est le principal organe de stockage du glucose. Question. Comment le foie stocke-t-il le glucose? Alors, l'expérience du foie lavé de Claude Bernard. Comme vous allez remarquer sur le schéma, on a le foie ici en relation avec l'intestin grêle. Alors, Claude Bernard a isolé le foie d'un chien sain avec ses veines porte et sus hépatiques. Alors, voilà la veine porte et la veine sus hépatique. Et a injecté de l'eau distillée dans le foie à travers la veine porte. L'eau circule dans le foie et sort par la veine sus-hépatique. En fonction du temps, il mesure le taux de glycogène hépatique et la quantité de glucose dans l'eau sortant du foie. Le tableau montre les résultats. Donc, on remarque qu'au début, le taux de glycogène hépatique était élevé et le taux de glucose était nul. Avec le temps, on remarque que le taux de glycogène hépatique, c'est-à-dire dans le foie, diminue jusqu'à s'annuler vers 90 minutes, alors que le taux de glucose commence à augmenter jusqu'à une valeur maximale à 40 minutes, puis ça redescend et s'annuler par la suite. Conclusion. Donc, le foie stocke le glucose sous forme de glycogène, C6H10O5N.
Le glycogène est une macromolécule glucidique. C'est un polymère de glucose de formule chimique C6H10O5N. Sa molécule est constituée de plusieurs milliers de molécules de glucose unies pour former une chaîne ramifiée. Par hydrolyse, le glycogène redonne du glucose libre. Expérience. La mesure de la glycémie du sang de la veine porte et de la veine sushépatique après une période de jeûne et après le repas donne les résultats suivants. Alors, on remarque, après un repas, la veine porte est très riche en glucose, donc la glycémie est élevée, mais la veine sushépatique est à 1 à 1,2. Donc, on peut conclure que le foie a pris l'excès de glucose. Après un jeûne de 8 heures, la veine porte comptait 0,8 g par litre, alors que pour la veine sushépatique, 0,95 à 1,05 g par litre. Ça veut dire que le foie a donné du glucose. Interprétation, donc après le repas, la digestion et l'absorption, la glycémie augmente dans la veine porte. Après le passage du sang dans le foie, la glycémie devient normale dans la veine sushépatique. Les cellules hépatiques absorbent le glucose du sang hyperglycémique et sécrètent la glycogène synthase, enzyme qui introduit le glucose dans le glycogène cytoplasmique. C'est la glycogénogenèse. Selon la réaction suivante, N molécules de glucose, ça donne C6H10O5N fois c'est le glycogène, plus NH2O. Alors l'expérience suivante, chez un chien soumis à jeûne, on dose la glycémie et le taux du glycogène hépatique avant et après l'injection du glucagon. Résultat, donc avant l'injection, le taux de glycogène hépatique était presque constant à une valeur minimale. Alors la glycémie était presque normale à 1 g par litre. Juste après l'injection du glucagon, on remarque la diminution du taux de glycogène et l'augmentation du taux de glycémie.